Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans le club sur Sport en France, l'occasion de découvrir des fédérations, des disciplines, des athlètes, bref, vous avez donc la clé évidemment en main pour pouvoir découvrir une nouvelle discipline et une nouvelle fédération. Cette semaine, c'est tout simplement un sport de contact, viril mais correct comme on dit, c'est la Fédération française de rugby à 13 et on a l'honneur de compter sur la présence de 3 invités autour de moi. Je commence par le président de la fédération, Dominique Balloux. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. On va évidemment aussi parler du sport et du côté sportif. On a un invité, il est en rugby fauteuil à 13 mais aussi à 15. Il s'agit de Jonathan Hiverna. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Et bienvenue donc dans ce club, le club Sport en France, donc le lieu de toutes les rencontres et de tous les rendez-vous. Et on va accueillir également Jacques Plat, DTN de cette fédération française. Bonjour. Enchanté, bonjour. Très heureux de vous avoir tous avec moi. On va pouvoir parler donc de la Fédération française de rugby à 13 et c'est parti pour un décryptage complet dans Fédécodage. Alors on va essayer de présenter toutes les spécificités justement, les enjeux, les différentes facettes. Alors Dominique, vous êtes le nouveau président depuis peu de cette Fédération française de rugby à 13. Est-ce que vous êtes bien en place, bien en forme et vous vous sentez à l'aise dans cette fédération? Il vaut mieux déjà. Alors oui, bien en place depuis mi-décembre 2024, puisque l'élection a eu lieu le 14. Et nous sommes repartis pour un mandat de 4 ans, comme il se doit, avec des objectifs à la fois renforcés et nouveaux, qui tiennent pour la plupart d'entre eux à une dimension de performance de nos équipes nationales. Ah, ça va être intéressant. On va parler de tout le côté compétitif, les équipes de France et les différentes disciplines. Jacques Plat, je profite de vous avoir aussi. Alors tout de suite, question difficile. Ça y est, je rentre dans le vif du sujet. Non, mais il y a eu cette déception du championnat du monde 2025 qui devait avoir lieu en France et qui malheureusement n'a pas eu lieu. Comment est-ce qu'on s'en est sorti de cette affaire, j'allais dire, ou en tout cas de cette petite... ce petit retard. Disons qu'il y avait un projet politique qui était basé sur cette Coupe du Monde 2025 et on s'en est sorti parce qu'il y a eu une réponse et qu'on est passé à autre chose tout simplement, même si effectivement on peut constater que ça ralentit certains espaces, notamment la médiatisation et certaines de nos attentes parce qu'on avait espéré, grâce à cet événement, aller chercher beaucoup de licenciés. Mais on va réussir ce projet différemment. Bien sûr, il y a d'autres ambitions évidemment. Alors Dominique, vous avez plein d'ambitions justement. Oui. Comment se porte le rugby à 13 en France actuellement? Alors le rugby à 13, il est à la fois sur un fonctionnement d'une fédération modeste, donc avec les limites que l'on peut entendre, et puis paradoxalement avec une ambition qui est forte en termes de développement, et puis d'une idée majeure qui est le retour du rugby à 13 dans la culture sportive populaire. C'est vraiment ça qui est la cohérence de tout notre projet. Et donc toutes les actions qui peuvent peu ou prou se rapporter à cet objectif sont entreprises, proximité avec le milieu scolaire, avec des pratiques aménagées pour tous les publics. Il faut savoir que notre fédération enregistre des licences de 3 à 95 ans. C'est pas mal comme spectre de licenciés quand même. Voilà. Donc c'est un panel d'activités qui sont au service des activités physiques et sportives en général et du rugby à 13 en particulier. Alors on a quoi comme discipline parmi le rugby à 13 ? Alors il faut savoir que notre délégation est multiple. Nous portons plusieurs disciplines à l'intérieur de la Fédération française. Évidemment, le rugby à 13 sous sa forme codifiée, et puis ce qu'on appelle le 9, qui est un rugby à 9, avec des règles particulières sur un grand terrain. Nous avons le para-rugby 13, qui est le rugby fauteuil. Et puis nous avons les pratiques de santé, les pratiques aménagées, dont une, je pense que nous y reviendrons dans un petit moment, qui s'appelle le Silver 13 équilibre, et qui est une formidable activité à destination des personnes âgées vieillissantes. Ah. Voilà. Je ne m'étends pas sur les pratiques un peu plus festives, le touch, le beach rugby, etc. C'est important aussi pour attirer de nouveaux pratiquants. Bien sûr. Ça permet, tout ça, ça permet de partager des moments et justement d'imprégner
cette culture sportive populaire. Alors, on n'a pas de rugby woman sur notre plateau, mais on sait que la pratique féminine, évidemment, est importante. On a un pratiquant de rugby fauteuil 13 et 15. Je le dis pas fort, mais je le dis. Jonathan Hiverna, c'est important de faire partie justement d'un tel dispositif parmi la Fédération française de rugby à 13. C'est une belle discipline. C'est une très belle discipline qui est très inclusive. C'est la seule discipline qui propose donc autant la mixité, donc hommes-femmes, mais aussi handi-valides, qui peuvent vraiment s'unir ensemble pour former une équipe de rugby para 13. Donc c'est vrai que ça a une alchimie vraiment très inclusive qui est inédite donc, dans le mouvement parasportif. Et c'est ce qui crée l'unicité de cette discipline, c'est que finalement, que ce soit un ami, mais aussi un membre de la famille, peut vraiment venir, en tout cas jouer. Et pour ma part, en tout cas, j'ai mon petit frère qui joue, qui est finalement en bonne santé, et moi dans une déficience, et on forme du coup voilà, une équipe avec les Dragons catalans et aussi au service de cette équipe de France de rugby para 13. Alors, comment c'est venu justement cette façon de jouer avec son frère? Est-ce que c'est vous, Jonathan, qui l'avez emmené, ou est-ce que c'est lui plutôt qui vous a dit allez? La petite anecdote, c'est que depuis toujours, en fait, en famille, mon petit frère, dès que je me transfère sur le simple canapé du salon, se met dans mon fauteuil de ville et a toujours essayé voilà, ce petit fauteuil pour s'amuser avec et tout. Et en fait, il a trouvé une vocation à faire déjà du sport. Déjà, il adore ça. Et encore plus à l'idée déjà de pouvoir s'initier. Donc, il a découvert donc, cette discipline à travers le Stade Toulousain handisport. Et en fait, il y a appartenu. Il y a adhéré et maintenant, il veut être un élément fort de ce groupe France en vue des futures échéances pour cette équipe de France de para 13. C'est génial, Jacques Plat, quand on écoute ce témoignage, c'est quand même génial de se dire qu'il y a de l'inclusivité, il y en a pour tous les goûts en fait du rugby à 13. C'est tout le sens de cette pratique et qui se concrétise aussi par cette histoire qui est formidable, qui rassemble aussi les principes et les valeurs. Et le frère de Jonathan est sélectionné parce qu'il fait partie des meilleurs joueurs, pas parce que c'est le frère de Jonathan. Hein. Donc, et puis je tiens à préciser aussi que c'est vraiment une activité qui est inclusive, et c'est une activité sportive extrêmement spectaculaire et qui donne du plaisir à ceux qui y jouent, mais à ceux qui regardent aussi. Ah, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est important aussi, Dominique. On connaît plus le rugby à 15, peut-être pas dans le sud-ouest, cela dit, mais quelles sont les grandes différences entre le rugby à 13, le rugby à 15 et combien de pratiquants on retrouve? Alors, on va commencer par le nombre de pratiquants. Globalement, on est autour des 20 000 licenciés. Nous avons connu des périodes plus abondantes en termes de licenciés. Mais il y a eu 2020. Oui, bien sûr. Mais le rugby à 13 se porte bien partout où il existe. Notre difficulté, c'est qu'on est cantonné, on va dire, plutôt sur une base sud de la France, même si dans le pays nantais, le Cotentin, il y a du rugby à 13, il y a des écoles de rugby, il y en a dans l'Ain, il y en a, etc. Donc il y a des velléités, mais nous avons quelques difficultés à pénétrer des territoires nouveaux. Et justement, pour revenir un petit peu sur France 2025, qui devait être ce spot-là, cet éclairage mis sur la discipline, la stratégie de déploiement a été de visiter des villes qui sont d'ordinaire un peu épargnées par les grands événements sportifs internationaux. Et donc, cela aurait représenté vraiment une opportunité importante pour ce développement que nous appelons évidemment, puisque nous souhaitons grandir et donc augmenter notre nombre à la fois de clubs et de licenciés. Voilà. Donc le rugby à 13, c'est une fédération qui peu ou prou tourne avec une vingtaine de mille de licenciés. Les grandes différences avec le rugby à 15, c'est juste que ce n'est pas le même sport. D'accord, ah oui, c'est juste ça. On a des fondamentaux communs. Mais c'est pas le même sport. Alors évidemment, c'est concentré pour utiliser les espaces libres. Hein. Ça n'est un. Passer le ballon derrière pour avancer. Voilà, ne pas être hors jeu, ne pas marquer des essais, transformer. Mais après, alors, à la base, ce sont des sports différents, évidemment, qui sont nés. Il faut dire que le rugby à 13 vient du rugby à 15. Hein. C'est une scission qui a donné naissance au rugby à 13. Donc, au départ, nous avions des bases communes. Et puis après, les chemins se sont écartés
pour se réunir de plus en plus aujourd'hui, parce d'accord. que la préparation des athlètes est tellement poussée, les données du sport du haut niveau se ressemblent finalement, les standards sont les mêmes dans les sports, et les espaces sont moindres sur le terrain, du fait, aujourd'hui. Et donc, pour attaquer une défense à plat et agressive, eh bien, les conduites, les stratégies, les tactiques tentent à se ressembler, on va dire ça comme ça. Ce qui veut dire que des joueurs de rugby à 13 peuvent faire du rugby à 15 et inversement. Absolument, les postes sont devenus moins spécifiques. On est davantage sur de la polyvalence. C'est ce qui permet les ressemblances entre les deux clubs. Voilà. Alors, entre les deux sports, pardon. Voilà. Donc c'est une vraie volonté pour nous que d'être vraiment accroché à ce haut niveau. Je le disais tout à l'heure en introduction. Évidemment, nous avons la préoccupation de développer nos clubs, notre base, etc., comme toutes les fédérations. C'est le sens de la délégation que l'on nous donne. Mais la vitrine, c'est aussi important. Et cette préparation de la Coupe du Monde 2026 en Australie et Nouvelle-Guinée, Papouasie, nous donne l'occasion de mettre en place des projets structurants pour notre fédération, justement à la poursuite de cet objectif. Eh oui, via l'équipe de France. Alors en tant que DTN, Jacques, justement, c'est important cette performance aussi à obtenir, autant au niveau international qu'au niveau justement de club. Alors d'abord, je parle de l'équipe de France, puis je reviendrai sur la Super League et sur le Championship. Ben, les résultats des équipes de France, c'est vital parce que c'est notre vitrine, c'est ce qui permet aussi à nos plus jeunes sportifs de se projeter, d'essayer d'avoir de l'ambition. Et c'est ce qui donne aussi du plaisir aux spectateurs, parce que la réussite, la victoire, c'est ce qui fédère aussi une discipline. Donc évidemment que pour nos équipes de France, avoir des résultats sportifs et un rayonnement à l'international, c'est très très important. Et l'année 2025 est cruciale puisqu'il y a ce match de qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui va être un très très grand rendez-vous et qui j'espère va nous sourire. Donc c'est quoi, c'est en octobre, hein, c'est ça? C'est en octobre, c'est un France-Jamaïque à Albi. Et donc, moi, j'encourage vraiment tout le monde soit à regarder la télé, soit à être présent. Sur Sport en France. Certainement. Et donc, ça sera vraiment la grande fête aussi du rugby à 13. Ah, intéressant. Alors, je vais juste, avant de revenir sur justement les différents championnats, le Championship et la Super League, Jonathan, parler inclusivité encore, hein, je profite de votre présence. C'est une discipline justement où on retrouve à la fois les hommes, les femmes et les joueurs et les para-athlètes sur une même dynamique, sur une même compétition, c'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, Andy et Valide forment vraiment une équipe. Donc finalement, même la personne qui est en bonne santé se met en situation du coup de fauteuil et finalement on est au même niveau avec des différentes compétences et différentes lésions, mais on doit tous s'unir pour former finalement la plus belle prestation et c'est ce qui rend l'unicité de ce rugby à 13 fauteuils et qui crée une alchimie hors pair qui dépasse finalement peut-être le côté d'avoir quelqu'un qui va avoir plus de fonctions que de l'un et de l'autre, mais par contre on va tirer le meilleur de chacun d'entre nous pour mesurer et surtout faire la plus belle des performances. C'est ça qui me plaît moi évidemment parce qu'il y a aussi à vos marques hein, sur Sport en France et c'est vrai que l'inclusion est quelque chose qui me tient à cœur personnellement. Jacques, je voulais revenir sur la Super League, sur le Championship parce qu'on parlait de cet export du rugby à 13 en France. C'est un peu difficile d'aller dans le Nord par exemple. On va quand même en Angleterre justement avec notamment les Dragons catalans, Toulouse Olympique. Expliquez-nous un petit peu. C'est un petit peu la spécificité de notre discipline, hein, le rugby à 13, c'est qu'on a 2 clubs professionnels qui évoluent dans un championnat anglais, notamment donc la Super League et le championnat de Championship pour le TO, le Toulouse Olympique, et la Super League pour les Dragons catalans. C'est quoi? C'est la première et deuxième division? C'est la première et la deuxième division. Donc ça tire en fait aussi vers le haut tous nos clubs français, toute la formation des jeunes et donc le parcours quand même des Dragons catalans historiquement est particulièrement brillant, ce qui permet aussi de générer une énergie et des vocations aussi pour certains sportifs. Alors justement, tiens, je parle de vocation, Dominique, c'est important via justement ces 2 clubs qui sont assez moteurs à l'international pour attirer des nouveaux pratiquants? Oui, évidemment, c'est une opportunité que nous saisissons régulièrement pour faire la publicité de ce qu'est ce sport de très haut niveau pratiqué par 2 clubs français. Alors, on l'a dit, les Dragons sont au premier plan en Super League. 2 finales, je crois, en Super League. Oui, 2 finales sur les 3 dernières années, ce qui est remarquable, plus une victoire en Cup il y a 4 ans. Donc, les Catalans abordent leur 20e saison d'affilée en Super League.
Donc c'est quand même très important, avec un club très structuré, très professionnalisé. La forme d'incongruité, c'est que le rugby à 13 français n'est pas professionnel. Ah. Et donc, on a des clubs professionnels qui nous représentent, qui ne jouent pas dans notre championnat, et donc qui quand même nous montrent la voie, là aussi, en termes d'organisation, en termes de structuration, et aussi qui sont un appel d'air pour orienter notre formation de nos talents. Voilà, donc la bonne intelligence consistera, ce à quoi nous nous employons avec notre directeur technique national, à mettre en œuvre, à concrétiser en tout cas, d'avoir une formation nationale et qui puisse déboucher à la fois sur ces clubs professionnels et aussi renforcer la qualité de nos clubs, de notre championnat de Super 13. Les performances de l'équipe de France, justement, quelles sont-elles depuis quelques années? Parce que là, on parle justement de la prochaine échéance, 2026, mais c'est encourageant? Oui, alors c'est encourageant parce qu'aujourd'hui, la France est la 8e nation mondiale. Au ranking international, nous sommes à la 8e place. Il y a un niveau très élevé pour on va dire les 6 premiers, qui pour le moment ne me semblent pas accessibles. Quelles sont-elles, ces nations? L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, les Tonga, Samoa, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon, voilà, donc c'est parce qu'ils sont dans un système hémisphère sud très structuré, très exigeant, que nous n'avons pas dans l'hémisphère nord. Pas encore. Voilà. Pas encore, c'est vrai. Voilà, donc c'est vraiment un cercle qui est assez fermé pour le moment. Nous, l'enjeu, il est simple. Nous allons aller à la Coupe du Monde 2026 avec un premier objectif de quart de finale, c'est-à-dire d'avoir des performances dans les matchs de poule qui soient dignes d'une volonté de gagner des places à ce ranking international. Donc c'est évidemment, quand on connaît ensuite les problématiques, si on tombe avec 2 nations du top 4 dedans, ça va être vite réglé. On va faire les meilleures performances possibles, mais la route sera difficile. Par contre, si le tirage est plutôt clément, l'objectif des quarts de finale sont importants. Et sur une rencontre, prendre un moins bien classé peut déboucher sur quelque chose d'intéressant. En tout cas, c'est l'objectif que l'on m'a donné à nos garçons, à nos filles et évidemment à nos joueurs en fauteuil qui, eux, par contre, sont seconds au ranking international, 2 fois champions du monde. Bon, voilà, donc c'est un niveau qui est très intéressant et que nous nous disputons avec nos amis anglais. Ah, c'est ça. Alors Jonathan, justement, je saisis la balle au bon, parce que c'est vrai que les performances de l'équipe de France de rugby fauteuil à 13 et à 15 d'ailleurs sont très très fortes. Alors capitaine de l'équipe de France à rugby à 15 et co-capitaine, c'est ça? Co-capitaine, oui. Rugby à 13. Alors du coup, les prochaines échéances, les prochaines envies justement, quelles sont-elles? Avec le rugby à 13 au fauteuil, vont être vraiment multiples. On va avoir une tournée aux États-Unis qu'on va pouvoir du coup élaborer et peaufiner, en tout cas avec la fédération, pour vraiment, en vue de cette échéance de la Coupe du Monde, où finalement le seul objectif qu'on va se fixer, c'est d'aller remporter la plus belle des coupes. Voilà, parce qu'elle nous a filé entre les doigts en 2022 face à des redoutables Anglais chez eux. Oui. Mais on a à cœur vaillant du coup d'aller chercher la plus belle des places, donc avec un groupe qui s'est illustré à Saint-Lô face à ces redoutables Anglais qui ont été champions du monde, mais on les a gagnés du coup sur le match retour. Donc vraiment ce groupe vit très bien et on aura vraiment à cœur d'aller chercher cette place. Et pour le rugby donc fauteuil paralympique, on aura aussi également de grandes ambitions d'aller chercher du coup de nouveau un titre européen qui va arriver dans 2 mois et surtout la première médaille peut-être internationale aussi dans 2 ans. C'est tout ce qu'on souhaite. Alors avant de passer à Fait Débat, la deuxième partie de cette émission du Club Sport en France, Jacques, je voulais aussi qu'on évoque la pratique féminine, justement, on en a parlé. Comment se porte l'équipe de France de rugby fauteuil à 13 féminin? L'équipe de France est à la 4e place au niveau du ranking. Elle est qualifiée donc pour la Coupe du Monde 2026 et elle est en phase de travail en fait permanent pour réussir à atteindre des objectifs importants, même si il y a des nations quand même qui se détachent et on est un petit peu en retrait. Mais en tout cas, il y a un travail et une planification importante qui se mettent en place, notamment avec pas mal de stages au Krebs de Toulouse,
et donc des filles qui sont très motivées par ce projet. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Alors on a consacré, j'ai parlé tout à l'heure de Avomark, eh bien on a consacré une émission sur le rugby fauteuil féminin et son développement. Donc voilà, avec Riyad Salem justement, il y a aussi cette envie-là. Donc voilà, je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour la pratique justement, que ce soit pratique inclusive évidemment pour les valides ou pour les para-athlètes. Alors on va passer à fait débat puisque j'en parlais justement sur l'avenir de cette discipline, sur les perspectives aussi, sur la médiatisation avec Sport en France entre autres notamment. C'est tout de suite. Alors dans Fait débat, justement, Dominique, on va peut-être se projeter aussi sur le développement de cette pratique rugby fauteuil A13, rugby A13, pardon, pas que fauteuil, et aussi le sport santé. Je voulais en savoir un petit peu plus là-dessus. Ça fait partie vraiment des axes de développement ? Oui, bien sûr, parce que c'est une préoccupation majeure que d'offrir une pratique aménagée à tout le public. Et donc nous avons un joyau dans notre portefeuille de compétences qui s'appelle le Silver 13 Équilibre. Silver 13 Équilibre, c'est une pratique aménagée donc, qui est à base de rugby à 13 déstructuré, qui accompagne le vieillissement de la personne en limitant autant que faire se peut, le déclin cognitif et fonctionnel. En tout cas, en retardant les effets du déclin cognitif et fonctionnel. Et c'est aujourd'hui une discipline sportive qui est l'objet d'une thèse de doctorat qui tente à prouver que c'est l'activité qui serait la mieux placée, y compris dans le dépistage précoce du déclin fonctionnel et cognitif pour les personnes qui n'auraient pas évidemment consulté pour des maladies dégénératives déjà apparentes. Voilà. Donc c'est une vraie richesse que d'avoir cela. Si je prends un exemple, vous savez que la particularité du rugby à 13, c'est le tenu, c'est-à-dire que quand on est plaqué, on peut conserver le ballon 5 fois, la 6e fois on le rend à l'adversaire, mais pour 5 fois. Et la remise en jeu se fait en talonnant la balle. Eh bien, il n'y a pas de mêlée, c'est ça Il y a des mêlées, il y a des mêlées. Elles ne sont plus maintenant simulées, c'est plus des regroupements de terrain que des phases de conquête. Mais rien n'interdit que ça soit une phase de conquête, par ailleurs. Mais bon. Et donc, jouer ce tenu, c'est se mettre en appui unipodal, et donc déjà avec un certain équilibre, avoir une inclinaison vers le bas, poser le ballon, le talonner, etc. Donc, chez des personnes vieillissantes, ce maintien finalement de l'intégrité physique et cognitive permet aussi de reculer la perte d'autonomie. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui est une spécificité du rugby à 13, à la fois dans la complexité de sa mise en œuvre et les résultats que ça procure. Ah, intéressant, effectivement, ce volet aussi, parce qu'on sait que sur Sport en France, on parle beaucoup de compétition, justement, et c'est ce que je veux aborder aussi, mais c'est vrai que le côté sport santé, le volet sport santé est très important pour la fédération. Très important, très très important. Et puis c'est aussi une façon d'avoir des licenciés nouveaux, quand je parlais tout à l'heure des populations. Ça fait partie de l'objectif. Absolument, absolument. Absolument. En tout cas, c'est une activité qui se développe bien et qui s'inscrit finalement dans les politiques publiques importantes, puisqu'on sait que le modèle, par exemple, d'accompagnement des budgets des clubs sportifs par les collectivités territoriales va arriver au bout du modèle. Voilà. Et donc ça, c'est une façon de contribuer aux politiques publiques dans un territoire donné qui permet d'avoir des relations nouvelles avec les collectivités. Ça, c'est aussi intéressant de ce point de vue. Ah, pas mal. Alors, moi, je voulais parler donc aussi performance, évidemment. Jacques, est-ce qu'on peut quand même estimer que les Jeux de Paris 2024, même si je sais que c'est un petit peu différent entre le rugby 15, rugby 13, rugby 9, rugby à 7, est-ce que ça a quand même insufflé une dynamique, justement, pour la suite, côté compétition ? On sent que c'était quand même la cause nationale, le sport en 2024, donc qui a été concrétisé par les Jeux Olympiques. Donc il y a eu un engouement, une énergie particulière. Ensuite, malgré tout, c'est quand même les sports olympiques qui ont été convoqués. Mais je pense qu'il y a une énergie au niveau du territoire et un engouement vers le sport qui est quand même palpable, même pour la Fédération française de rugby à 13. Alors, quelles sont les prochaines compétitions, justement, autant au niveau européen qu'au niveau mondial ? J'ai cru comprendre que la Coupe du Monde arrivait. Donc 2026, c'est une phase très importante pour nos 3 équipes de France, féminines, para rugby 13 et donc les garçons. Ensuite, il y a un championnat d'Europe 2026 pour notre équipe de France U19. D'accord.
Et tout au long de l'année 2025, on a des rencontres internationales pour notre équipe de France U17, notamment avec des test matchs contre nos amis anglais, que l'on bat régulièrement. C'est bien de le souligner. En U17, puisqu'ils ne nous ont pas battus depuis 3 ans. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette pratique, justement, c'est important en tant que DTN, justement, de découvrir les pépites qui vont arriver, donc U17, U19, et puis donc arriver en senior, quoi. Ça fait partie effectivement d'un travail de détection, mais aussi un travail transversal, parce qu'on essaye de travailler avec toutes les équipes de France sur une forme de méthode, de format, qui va permettre aussi aux sportifs, quand ils passent d'une équipe de France à une autre, de retrouver des repères et de rentrer plus dans le vif du sujet plus rapidement pour le staff et l'encadrement. Donc il y a un travail de transversalité, de compétences sur toutes les équipes de France, les 5, pour mettre en place des repères et un travail commun. Et puis ensuite, il faut la médiatisation, justement, c'est important, c'est en ça que Sport en France est là aussi. C'était important pour la fédération d'être présent dans les médias, à la télévision et de retrouver les compétitions. Oui, parce que pour retrouver cette place dans la culture sportive populaire, évidemment, il faut offrir des images. Sinon, on n'existe que là où on est en place pour se développer. Bon, voilà. Donc ça, c'était vraiment important. Alors, avec des difficultés, évidemment, puisque pour une fédération à la dimension de la nôtre, le modèle économique est plus restreint que pour des grosses fédérations. Puisqu'il est plus restreint, on a moins d'images, et puisqu'on a moins d'images, on a moins de partenaires économiques. Eh oui. Et donc, comme on a moins de partenaires économiques, on revient au point de départ. Donc, l'idée, c'était de rentrer dans ce cercle vertueux, d'avoir, l'an dernier, nous avons produit 23 rencontres qui ont toutes été télévisées. Donc, c'est quand même un effort important qui a porté ses fruits, puisque cette année... c'est le service public, France Télévisions, qui est venu nous voir en nous disant nous sommes intéressés pour diffuser du rugby à 13 sur France 3 pour commencer, et peut-être après. Donc, nous sommes en train de travailler cela, et nous continuerons avec Sport en France, bien entendu, mais aussi avec Via Occitanie, par exemple, qui est un diffuseur local, voilà, régional, sur notre base territoriale, on va dire, à produire du rugby à 13. Parce que c'est important, encore une fois, d'offrir des images d'un sport qui se bonifie d'année en année dans sa dimension de spectacle. Parce que là, nous travaillons avec les clubs, justement, un format de diffusion standardisé, voilà, de façon à avoir une vraie politique de diffusion. Ambition olympique ou pas du tout Oui, mais c'est tellement compliqué. Bon, d'accord. C'est tellement compliqué parce que si je prends le para-rugby 13, c'est un sport valide-invalide. Donc, pas éligible pour le paralympique, pas éligible pour pour en fait, c'est inclusif, mais ça. Pas pour aller soit en para, soit en... On a souvent tort d'être en avance sur le temps sociétal. Hein. La preuve, là, on l'amène encore. Mais c'est un combat qu'il faut mener. C'est un combat, d'ailleurs, que nous pourrions mener à plusieurs. Je pense que ça peut faire l'objet d'un rapprochement avec la Fédération française de rugby à 15 sur cette base-là, qui a des moyens de développement dont nous ne disposons pas, qui a des relais territoriaux, ils ont des clubs un peu partout, dont nous ne disposons pas. Par contre, nous avons un savoir-faire, une compétence et une délégation sur ce para-rugby 13 qui pourrait être... une corbeille de mariée intéressante pour les deux fédérations. C'est bien dit, c'est bien dit. Jonathan, justement, il y a cette pratique en rugby fauteuil à 13, rugby fauteuil à 15. On peut tirer des bénéfices des deux pratiques, justement ? Moi, le premier, je m'en inspire, que ce soit sur les deux volets. Je pense qu'on a des images, des personnes fortes, du coup, qui sont des ambassadeurs, des représentants, mais surtout des grands sportifs, des grands champions. Donc oui, de pouvoir en tout cas s'en inspirer, mais également de pouvoir concilier, mutualiser, de travailler ensemble, ça peut qu'amener ces équipes de France au-delà de la scène et que ça devienne vraiment, finalement, ces équipes de France des grandes équipes, des grands champions aussi qui en ressortent. Donc moi, je pousse vraiment aussi à l'idée de pouvoir co-construire des projets comme ceci et à travers toutes les formes de rugby. Bon, eh bien, en tout cas, c'est un beau message. Jacques, un petit mot aussi justement sur ce développement. On en a parlé avec le président. C'est vrai que c'est important d'avoir, dès tout petit finalement, dès très jeune, d'avoir un réservoir qui arrive. Donc, dans le projet, de toute manière fédérale, il y a aussi un accent très fort qui est donné sur le sport scolaire. Tout à fait. Parce que le rugby à 13 est un sport spectaculaire, mais il est aussi sécuritaire. Et donc, c'est tout à fait l'activité qui peut être proposée dans nos écoles et nos collèges.
Bon, eh bien, on espère en tout cas, Dominique, que cette fédération puisse continuer de grandir et on espère voilà, qu'on a pu mettre en lumière justement suffisamment sur Sport en France et dans le club. Déjà, de toute façon, ce championnat et ces différentes compétitions, donc Coupe du Monde 2026. Et puis, on aura en France aussi, attention, avant de conclure, 2028, je crois, on aura également du rugby 13 fauteuil, c'est bien ça? Alors, et après, on conclut. Voilà, nous sommes en train de construire une soumission à l'appel d'offres du board international pour candidater à l'organisation de 2 Coupes du Monde, 2028 pour les filles et 2029 pour les fauteuils. Ah, c'est l'inverse, d'accord. Voilà, donc ça, c'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que dans cette perspective de rencontres à haute intensité et à fort enjeu, que octobre et novembre 2025 seront aussi importants, puisque nous jouerons contre la Jamaïque à Albi le 25 octobre, le dernier match de qualification à la Coupe du Monde de 2026. On n'y est pas encore. Non. On a un pied, mais il faudra battre la Jamaïque pour être le dernier représentant de l'hémisphère nord à cette Coupe du Monde. Il y a de la pression, voilà. Il y a de la pression. Mais des défis. Et bien sûr, bien sûr. Et je crois qu'on a justement essayé de les montrer, ces défis, que ce soit en sport santé, en compétition et pour le développement de nouveaux adhérents. Merci beaucoup Dominique Balloux, merci beaucoup Jacques Plat, merci beaucoup Jonathan Hiverna. C'était un plaisir de mettre en lumière justement cette discipline qu'est le rugby fauteuil et le rugby à 13. Donc tout simplement, rendez-vous sur Sport en France pour suivre les compétitions. Donc hommes, femmes et fauteuil. Voilà, pour tout savoir, vous avez justement l'adresse. C'est toujours ici sur Sport en France. Et nous, sur le Club Sport en France, eh bien, on se retrouve dans 2 semaines. À très bientôt. Salut!